la communication précédente. J'espère que mon propos, sera en ligne, en phase avec ce qui a été dit jusque-là. Et là, vous voyez mon écran et vous m'entendez normalement. C'est bien le cas? Oui. Quelqu'un peut me le confirmer? Oui, c'est bien le cas. Super, très bien. La présentation que je vais vous faire, elle est à une phase assurément moins aboutie que ce que Christophe vous a présenté. Il n'y a pas de collecte de données, de statistiques là derrière. On est sur, comment dire, la conception d'une plateforme d'apprentissage avec, comment dire, ce processus itératif où on a une idée, elle est développée par une équipe d'informaticiens, on la critique, on recommence, etc. On va sonder les étudiants à l'enseignement pour savoir comment dire, comment ils perçoivent l'objet, etc., etc. En très bref, on a d'abord commencé comment dire, à développer en pensant l'expérience de l'élève, un élève de l'école obligatoire, en choisissant plutôt une plateforme où l'élève a une grande marge de liberté sur les choix d'activités qu'il peut faire, en faisant confiance à l'élève sur, il va choisir des activités qui sont, comment dire, dans sa zone proximale de développement, dans sa zone qui le mettent suffisamment en déséquilibre pour qu'il y ait un défi. Il n'a pas choisir des activités trop simples ou trop compliquées. Et puis, en confrontant ça la première fois comment dire, à l'avis de futures enseignantes et futurs enseignants, il y a eu un sentiment très, très fort de oui, mais nous, on n'a aucune main mise sur ce que va faire l'élève, on a besoin de reprendre un peu de contrôle, etc. Donc, on a fait toute une autre porte d'entrée et je vais vous présenter ces éléments-là aujourd'hui sur cette plateforme que l'on crée actuellement. On est une équipe au niveau pédagogique et il y a une équipe au niveau informatique. On a appelé ça Games Hub. Alors, tout d'abord, les fondements de Games Hub, ensuite le partenariat dans lequel c'est inscrit, et puis voilà, la concrétisation là où on en est. Et vous verrez, c'est encore brinque-ballant, ça mérite évidemment d'être finalisé, et puis ensuite d'être éprouvé de manière plus systématique, parce que pour l'instant, c'est éprouvé de manière très ponctuelle, plutôt à des études de cas. Alors, les fondements de Games Hub, de cette plateforme, l'idée que l'on souhaite viser, c'est une conception comment dire, universelle de l'apprentissage, où finalement, comment dire, sur cette plateforme, les élèves ont trouvé différentes manières de rencontrer le savoir, avec des niveaux taxonomiques différents, avec des médiations différentes, avec des, comment dire, dans l'espoir que chaque élève y trouve son compte pour pouvoir apprendre. Donc, il y a cet espoir-là, avec aussi l'idée qui se cache derrière la conception universelle de réduction des barrières. Donc, un élève qui a des difficultés de lecture, il faut une synthèse vocale. Un élève qui a des difficultés visuelles, il faut peut-être pouvoir jouer avec les contrastes, etc., etc. Enfin, tout un tas de dispositifs qui est derrière. Donc, ça, c'est l'absolu sur lequel on veut tendre. Évidemment, c'est toujours pareil. Dès qu'on veut mettre des fonctionnalités supplémentaires, c'est des coûts en plus. Donc, bref, il y a des équilibres à trouver là-dedans. Mais en tout cas, c'est l'absolu vers lequel on veut tendre. Ensuite, on a choisi de rentrer massivement dans la pédagogie du jeu, comment dire, en partant du postulat qu'en jouant, c'est là qu'on, comment dire, et puis c'est même pas un postulat, je veux dire, il y a plein de résultats empiriques, on a pu en voir tout à l'heure, comment dire, en jouant, on est engagé, donc quand on est engagé, on a plus d'opportunités d'apprendre parce que voilà, le cortex, il est là, il est actif. Et donc voilà, c'est organisé par jeu et pas par objectif d'apprentissage, même si les jeux sont affiliés dans la base de données à des objectifs d'apprentissage que l'on a pu envisager. Ensuite, on a aussi choisi, pour plusieurs raisons, notamment avec comment dire, des assises dans la littérature, de chercher une interface sobre, éviter ces étoiles qui sautent, et puis bravo, super, des applaudissements, des machins comme ça, qui sont plutôt des objets de distraction, qui font plaisir peut-être au début, mais qui finalement alourdissent l'expérience. Je valide, je dois encore attendre qu'il y ait les applaudissements et le truc, et puis finalement, je perds du temps là-dessus. Donc, ça apporte pas grand-chose. On a choisi plutôt la sobriété. Ensuite, voilà, on essaye de garder à l'esprit, et c'est très en phase avec la conception universelle de l'apprentissage, il faut que la manipulation de ces jeux soit le plus intuitive possible. Et puis donc, c'est construit aussi pour faciliter la manipulation pour les petits, c'est construit pour que ce soit utilisable sur tablette. C'est responsive, ça marche aussi sur ordinateur, mais l'expérience, elle est conçue à la base sur tablette avec des choses à déplacer, à glisser, à toucher, etc. Donc, voilà, on en est là-dedans.
Et puis, on a mis aussi un intérêt sur l'alternance numérique analogique. On sait, comment dire, en tout cas, une chose est sûre, tout le discours mass média sur les écrans sont dangereux, etc., etc. Donc, il faut donner une réponse à ça. Après, on a aussi des résultats de recherche intéressants sur comment dire, transformation des processus cognitifs face à l'écran. Donc, voilà, il y a aussi la possibilité comment dire, dans ces jeux d'avoir à un moment comment dire, un pop-up qui dit à l'élève, ben, écoute, arrête le jeu, prends le livre, page 12, ou bien viens me voir, etc. Et pour essayer de sortir et pour revenir, etc. etc. Autre fondement de notre plateforme, c'est la variation des niveaux taxonomiques. Chaque jeu doit être construit avec au moins 4 niveaux taxonomiques. Et puis, ce qu'on va retrouver à chaque fois, c'est explorer, utiliser, on a appelé ça entraîner, appliquer, on a appelé ça entraîner dans la plateforme, évaluer, mais là, c'est un niveau, c'est évaluer. On n'est pas dans l'idée de l'élève évalue la production de quelqu'un, on est encore dans un niveau très proche là où l'élève va pouvoir laisser des traces de ses compétences et puis juger ses propres compétences. Et puis un niveau taxonomique plus élevé où l'élève va pouvoir créer des niveaux de jeu à mettre à disposition de ses camarades ou de la communauté. Donc on a voulu en tout cas avoir ce niveau entre explorer un savoir et puis créer comment dire, des activités qui demandent de se décentrer et puis évidemment de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors, ça donne quoi? Ça donne un EIH, un environnement informatique d'apprentissage humain. On a appelé ça EIAE parce que pour les élèves, pour les enfants, c'est-à-dire, et qu'on a appelé ça Games Hub, donc le centre qui rassemble des jeux. Et puis, quel est le partenariat qu'il y a derrière? Alors, le partenariat, il rassemble deux institutions, la HP de Fribourg et comment dire, les étudiants en formation initiale doivent, dans leur cursus, à un moment donné, dans le cadre d'un cours, concevoir en tout cas les idées, les expériences d'apprentissage que les élèves peuvent faire sur une application éducative. Et puis, l'équipe du Create sélectionne sur la base de certains critères les applications éducatives qui semblent les plus pertinentes à être développées parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir faire les propositions des 120 étudiants, financièrement, ce n'est pas possible. Et puis, ensuite, l'école des métiers, on lui donne une ou deux ou trois applications à développer. En général, c'est plutôt une par semestre. Et puis, ce n'est pas développé en un semestre, ça doit être fait sur 2 semestres. Qui voilà, s'est développé. Et puis, il y a une relation entre les étudiants qui le souhaitent, qui ont conçu l'idée, ils peuvent rester comment dire, partenaires dans ce processus de développement pour donner du feedback, participer au développement final. Puis, certains ne veulent pas parce qu'ils ont fait leur tâche de validation de cours et voilà. Et puis, d'autres personnes s'en chargent, moi y compris, pour continuer là-dedans. Actuellement, on a donné un virage à ces contenus-là. On est très orienté, comment dire, apprentissage de lecture-compréhension, en fait, parce qu'on est en lien avec un projet de recherche avec un financement européen et l'unité de recherche d'Idalang, avec l'idée ensuite de pouvoir éprouver tout ça dans un dispositif, comment dire, plus systématique. Donc voilà, si je prends comment dire, ce modèle Successive Approximative Development ici, qui nous propose que voilà, quand on développe un dispositif comment dire, numérique ici, on a différentes phases. Je dirais qu'on est soit dans ces phases, comment dire, on arrive gentiment au bout du prototypage, etc. Soit on est au début des développements et je pourrais vous montrer des démos, ça vous intéresse, vous verrez, il y a plein de boutons qui ne fonctionnent pas encore, etc. Donc, on est vraiment au début du développement. On n'est pas encore dans une implémentation, clairement pas, même si on a fait quelques tests ci et là. Donc voilà, sur la base de ces intentions, sur la base de ce partenariat qui permet de rassembler des compétences pédagogiques et des compétences informatiques, quelle est la concrétisation et à quoi ressemble Games Hub pour le moment? Alors, Games Hub ressemble à ça. Lorsque, en tant qu'enseignant, je rentre, je peux créer une classe. Je peux créer plusieurs classes. Je peux partager cette classe avec un autre enseignant ou une autre enseignante. Si on est en duo pédagogique, s'il y a des enseignants spécialisés, par exemple, qui rentrent en classe et qui ont aussi envie d'accéder à ça. Et puis,
Ensuite, je crée chaque élève individuellement. Et puis, l'élève, quand je lance pour tel élève, l'élève A, par exemple, je peux mettre jouer et il se retrouve sur ce portail-là où il a une quantité de jeux pour l'instant limitée, c'est certain. Et puis, ces jeux sont filtrés par discipline scolaire, par degré Hermos, par langue, parce que l'ambition, c'est que les jeux soient en 3 voire 4 langues, euh, même si pour l'instant, ils sont en français, mais le multilingue est prévu dans la plateforme. Et puis par tags. Puis ensuite, il y a différents thèmes qu'on peut choisir qui amènent une ergonomie un peu différente pour les élèves. Chaque jeu, singulièrement, se retrouve dans cette interface sobre qui a ses contraintes. Alors, c'est des contraintes pour le développement des jeux, mais c'est des contraintes qui facilitent aussi ensuite le déploiement de ces jeux sur la plateforme Games Hub. Donc, on a évidemment une zone de titre, on a une zone pour des consignes avec des boutons ou des sliders que l'on peut mettre. Et puis, on a une zone en dessous, c'est un peu grisé ici, en bas à droite, où là, on va avoir des options d'accessibilité, par exemple, synthèse vocale, etc. Un petit dictionnaire, je clique sur un mot que je ne comprends pas, je peux cliquer ensuite sur le dictionnaire, puis il me met une définition, il va chercher des images sur Wikimèdia, ce genre de choses. Et puis, on a la zone du jeu. Et la zone du jeu, alors, c'est la zone où les étudiants à la HEP doivent être le plus créatifs possible, parce qu'évidemment, c'est là qu'on peut faire ce que l'on veut, ce qu'on peut imaginer. Donc, on a des jeux de déplacement dans un quadrillage, le jeu du chevalier, vous l'avez vu ici. Il y a un jeu d'arbre généalogique où on va avoir un arbre généalogique à compléter, et puis chaque personnage, on a des informations, et puis on va devoir le compléter. On a des jeux sur le quadrilatère où on peut trouver sur la base des propriétés quels sont les quadrilatères, etc., etc. Donc, vous voyez, on est très orienté jeu sérieux et pas jeu pour le jeu. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on construit autour d'un apprentissage qui est prévu. Alors, c'est un choix qui est assurément discutable. En bas, on voit apparaître un chien, c'est Médor, déplacement avec un système de codage, initiation à la science informatique, codage avec du bloc. Pyramide alimentaire où on peut travailler sur quel aliment va où, etc. Enfin bref, on a plein de jeux comme ça et ça va dépendre de la volonté des étudiants à l'HEP de proposer des jeux plus ou moins, compliqués à développer. Et voilà, donc la démarche, elle va être simple. On choisit les jeux sur certains critères de facilité de déploiement, de pertinence, d'absence d'alternatives gratuites et libres déjà existantes, parce que si l'application existe déjà, c'est ça à la développer. Et puis ensuite, on soumet ça à l'école des métiers qui vont juger la faisabilité du développement dans le cadre d'un stage de fin de formation d'un étudiant à l'école des métiers. Donc, on est uniquement dans des productions d'étudiants, ce qui fait que tout se développe extrêmement lentement et on n'a aucune, garantie de fonctionnalité derrière. Pas comme si on avait délégué ça avec une entreprise, avec un paiement, en disant ça ne fonctionne pas, il faut que ça soit corrigé dès demain matin. Non, ce n'est pas possible. Donc voilà, on affiche clairement qu'on est sur un travail de développement et on n'a aucune garantie de fonctionnalité pour l'instant. On est plutôt dans l'expérimentation. Ce mode d'entrée-là que je vous ai présenté, entre les jeux singulièrement là-dedans, etc., c'est celui qui avait été soumis à un panel d'étudiants de la HEP pour tester, etc. Si vous avez ça dans votre classe, comment vous utiliseriez ça, quelle expérience d'élève, etc. Et ce qui est ressorti massivement, c'était vraiment cette perte de contrôle ou cette trop grande liberté laissée aux élèves. C'était quelque chose qui nous avait surpris parce que quand on avait conçu tout ça, c'était justement l'intention. Mais c'est pas grave, on essaie de donner une réponse et puis on travaille donc maintenant à la création de parcours. Donc l'idée, c'est de pouvoir didactiser un parcours et l'enseignant peut, c'est encore brinque-ballant de nouveau, mais ça va arriver tout soudain, glisser, je prends le jeu du chevalier niveau 1 et puis je décide que s'il y arrive, il fait le jeu du chevalier niveau 4, puis si je décide que s'il n'y arrive pas, il fait le jeu du chevalier niveau 3, etc., etc. Après, une activité débranchée où je dois rentrer la consigne. On a rajouté maintenant rentrer une URL ou un iframe parce que je peux envoyer l'élève sur une page Wikipédia, une vidéo, un truc, parce qu'il y a besoin dans le parcours d'aller chercher une médiation. Et puis voilà, l'élève se retrouve contraint à suivre la didactisation que j'ai faite moi pour l'élève, parce que c'était, j'ai jugé nécessaire que cet élève vive ce truc-là. Évidemment, je crée le parcours, je peux l'assigner à un élève, à un groupe d'élèves ou à toute la classe, selon les besoins, et puis dupliquer mon parcours, le modifier un petit peu pour le pousser à un autre élève, etc.
On se retrouve avec des choses, comment dire, toutes bêtes en termes de difficultés, avec on n'avait pas prévu dans la base de données de collecter un score suffisamment précis pour dire si c'était échoué ou réussi, ce qui fait qu'on ne sait pas s'il faut envoyer la remédiation, le jeu. Enfin voilà, on est vraiment dans des processus de développement comme ça euh, actuellement. Et là, ce qui est naissant maintenant, on va travailler avec un laboratoire à Lyon, le LIRIS, pour faire en sorte que, comment dire, un module d'adaptive learning finalement crée directement les parcours. En disant, ben voilà, l'élève, il a fait ses 3-4 jeux, il y a une trace qui a été collectée, et puis la machine va pouvoir elle-même construire, bon, ben, OK, cet élève-là, sur la base de ces compétences-là, il y a tout un référentiel de compétences qui est construit derrière. C'est pour ça qu'on se centre sur la lecture-compréhension, parce qu'on veut se centrer là-dessus. Il y a peu de ressources actuellement à ce niveau-là. Et ben, OK, très bien, ça veut dire qu'il a besoin de ce jeu-là, ce niveau, ce niveau de difficulté, etc., etc. Ce qui fait qu'en travaillant là-dessus, on a aussi dû créer un réseau avec des enseignants qui créent des ressources adaptées à chaque niveau Armos, avec des niveaux de difficulté différents, pour que ensuite la plateforme d'adaptive learning puisse pousser tel jeu et pas tel autre, avec tel niveau de difficulté et pas tel autre, etc. etc. Et puisse pousser un mode de jeu. Est-ce qu'il faut renvoyer à l'élève le mode explorer parce qu'il n'a pas bien compris le savoir, il faut qu'il réexplore, ou est-ce qu'on peut directement l'envoyer sur le mode créé parce que finalement, il a fait juste 3 fois de suite, donc il peut commencer à créer des ressources à mettre à disposition de la communauté ou de ses camarades, par exemple. Donc voilà, ces 4 modes, on les retrouve ici à l'exemple du mode du jeu on l'appelait ça le jeu du chevalier, déplacement dans l'espace. On a le mode explorer où il va comprendre ce que c'est, quel est le jeu, qu'est-ce qu'il doit faire. On a le mode entraîné où il va devoir passer dans différents niveaux et puis il reçoit juste du feedback. Voilà, tu aurais pu passer par là, le jeu n'est pas, tu as oublié une pièce, etc. On a le mode évalué où il va laisser une trace et l'enseignant va pouvoir voir si oui ou non il a réussi. Et puis il y a le mode créé où pas à pas, il doit choisir la taille d'une grille, il doit placer le point de départ, le point d'arrivée, il doit placer les chauves-souris, il n'a pas le droit de passer, il doit placer les pièces là où il devrait passer en plus, etc., etc. Tout ça, on l'avait présenté aussi dans un papier présenté à UIRH. Si vous voulez voir la plateforme, mais je vous assure, il ne faut pas être trop exigeant en termes de fonctionnalité, parce que voilà, c'est brinque-ballant, je l'ai déjà dit. Il faudra qu'on mette l'énergie pour finaliser tout ça. C'est sur hep3.emf/infopro.ch. C'est à disposition de tout le monde. Voilà, dans une phase de développement, j'en ai terminé. L'objet maintenant, c'est de, comment dire, de stabiliser cette plateforme, d'insérer le processus d'adaptive learning et puis d'insérer tout un tas de ressources avec la communauté d'enseignants qui est derrière. Et puis, comment dire, non, pas le semestre prochain, ça on stabilise tout. Dès la rentrée 2022, c'est d'aller sur le terrain, éprouver ce truc de manière très systématique, et notamment si l'adaptive learning génère satisfaction auprès des enseignants ou pas, parce que ça crée des ressources ou des parcours adaptés aux besoins des élèves. Voilà, j'en ai terminé là-dessus et je remercie, chaleureusement l'invitation pour participer à ce Sympo. Merci beaucoup.